Salut la compagnie, dans un instant je vais vous montrer le reportage pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo, mais je voulais vous en expliquer un petit peu le contexte. En effet, après des années à avoir fait des vidéos sur YouTube, je me suis dit il faut parler un petit peu plus de l'agriculture. Vous savez que mon slogan c'est l'agriculture mérite d'être expliquée, et je me suis mis en projet d'aller voir 10 agriculteurs et agricultrices à travers la France pour pouvoir en sortir à la fois un livre, mais aussi un grand reportage. Et là, le reportage que vous allez voir, c'est tout simplement un portrait qui a été extrait de l'ensemble de ces 10 interviews pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'est la réalité de l'agriculture. Ces portraits, je les ai voulus le plus honnêtes, les plus sincères possible, sans en retrancher ou en rajouter quelque chose. C'est les agriculteurs qui parlent, les agricultrices, pour expliquer tout simplement leur agriculture. Si vous appréciez cette démarche, n'hésitez pas à mettre déjà un petit pouce si vous avez déjà vu d'autres reportages. Et puis aussi, pourquoi pas un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce qui vous a marqué, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu dedans. Et nous, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez aussi vous visionner l'ensemble du reportage en complet en streaming. Allez, c'est parti! Oui, je m'appelle Pierre Loubens, je suis installé depuis 2003 sur la ferme familiale, voilà, donc en céréales, blé dur essentiellement, blé de force, tournesol, colza et un petit peu d'orge et de maïs en sec. D'accord. Ici, on est dans quelle région, quelle ville? Alors ici, on est à l'île Jourdain, au Radet, vous êtes à la limite entre les deux villes et villages, et on est dans le Gers, à 30 km de Toulouse. D'accord. Alors l'exploitation, combien d'hectares Alors l'exploitation est de 200 hectares en propre, en ERL avec mon épouse, et ensuite je travaille à l'entreprise au global 350 hectares. Que mon grand-père est arrivé ici, il était métayer dans une ferme voisine, il est arrivé ici et grâce à des amis, ils ont pu acheter une ferme qui faisait même pas 15 hectares. Donc dans les années 30 sans doute à peu près, hein, donc il y avait 15 hectares. Quand j'ai repris, quand je me suis installé avec mon père travaillait dans les années, donc début des années 90, mon père travaillait 120 hectares. D'accord. Voilà, donc, mais après, voilà, j'ai eu la chance ici de pouvoir m'installer et m'agrandir en parallèle avec la ferme de mes parents, et que j'ai repris il y a 2 ans, enfin qu'on a partagé avec mon frère il y a 2 ans, parce que bon, mes parents, voilà, avec 90 hectares en propre au final, et j'ai besoin d'un ouvrier ponctuellement pour les céréales, parce que mon père, quand même, à 75 ans, a le droit à une retraite paisible, et donc, bon, il m'aide toujours, mais j'ai besoin d'un ouvrier, et je voulais avoir un ouvrier à temps plein, quoi, pour pouvoir l'avoir quand je veux, et aussi lui qu'il ait un revenu stable sur l'année, parce qu'un saisonnier c'est pas forcément facile de combiner tout, donc j'avais un ouvrier qui était en plus un ami, mais et donc on avait combiné ça de faire ces ateliers de poules pondeuses pour justement pouvoir l'embaucher toute l'année. Mais après, bon, il a eu des soucis de santé, tout ça, on a arrêté, mais j'ai quand même continué le projet. Alors c'est difficile de trouver du personnel, mais je ne désespère pas. D'accord. Aujourd'hui, j'ai un mi-temps sur la partie poule pondeuse, voilà, qui me fait tout le ramassage le matin, voilà, le suivi du matin, c'est le plus important, hein. Et après, avec mon épouse qui travaille à l'extérieur, on s'arrange pour le moment faire le ramassage du soir. Voilà. Donc pour l'instant, ce qui devait être une solution à un problème de main-d'œuvre pour pouvoir assurer, c'est devenu un problème en attendant. Plus de travail, mais voilà, on a des solutions qui vont arriver, donc voilà, pour le moment je fais appel à du travail ponctuel. Et la problématique de trouver de la main-d'œuvre, alors c'est compliqué, il y a eu des démarches de fait. C'est compliqué, voilà. Donc il y a des démarches faites, oui, j'ai déposé pas mal d'annonces en intérim, à la NPE, au service de remplacement. Bon, le service de remplacement m'a trouvé quelqu'un, mais qui a le permis poids lourd, mais qui n'était pas à jour de sa FIMO. Donc on a même redéposé une annonce juste pour conducteur de camion.
pour les moissons, eh bien, j'ai eu 0 candidat. Donc c'est aussi simple que ça. Parce que là, l'objectif, c'est de donner un travail aussi à un salarié pendant toute l'année. Ah oui, avec pendant toute l'année. Mon objectif d'avoir développé ces activités, c'est de pouvoir avoir un ouvrier à temps complet sur l'exploitation. D'accord. Voilà. Donc, ouais, une problématique qui n'est pas forcément évidente. Oui, aujourd'hui, alors est-ce que c'est peut-être local? On est quand même près de Toulouse. Et, voilà, ils préfèrent aller travailler dans l'intérim, dans l'aéronautique, que sur des fermes. Alors bon, on en trouve, mais bon, c'est plus difficile, quoi. Alors est-ce que c'était pas forcément des années plus difficiles que d'autres, mais il y a eu, après la mise en place de la PAC, là, à 92, je pense que les agriculteurs étaient un peu désorientés et ne croyaient plus au métier. Donc quand les parents ne croient plus au métier, les enfants ont du mal à embrayer le pas. Et je pense qu'il y a eu un peu ça, quoi. Donc les gens sont allés voir ailleurs et on a la chance aujourd'hui d'avoir quand même des jeunes qui reviennent et qui sont motivés. Et ça fait plaisir. Autrement, on se sent un peu seul. D'accord, donc maintenant, j'allais dire, il y a une moins grande tendance à l'agrandissement. On repart vers des reprises d'exploitation. Oui, d'exploitation. Alors par des gens... Il y a beaucoup de gens qui vont arriver à la retraite aussi, donc il en faut des jeunes, sans doute même peut-être pas assez, mais enfin déjà il y en a. Alors, après je vais prendre un apprenti en début d'année, là, bon, voilà, bon, il n'est pas issu de milieu agricole, mais il est passionné. Je dis oui, viens, alors, je vais te montrer. Alors, je préfère le prendre dans des périodes plus creuses où je puisse davantage partager avec lui, mais voilà. D'accord, et ça c'est important d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, comme des gens du milieu qui ont travaillé peut-être un peu à l'extérieur et qui reviennent, ça apporte une ouverture différente. Oui, voilà, oui, c'est bien ces échanges, mais voilà, ça nous nourrit quelque part. Voilà. C'est bien, et de transmettre aussi, c'est important. En plus, on est toujours dans le doute. Voilà. On essaie beaucoup de choses, mais il y en a qui ne marchent pas. Voilà. Alors pour arriver à une transition, j'allais dire, entre la charrue et puis l'usage de la charrue, il a fallu combien de temps? Il m'a fallu beaucoup de temps. Je dirais, il m'a fallu beaucoup de temps. J'ai mis peut-être, avant de laisser la charrue complètement, j'ai mis facilement 5 ans à faire à moitié-moitié. Parce que d'autres, et puis bon, il y a le poids familial. Je veux dire, peut-être que mon père n'a jamais été, mais il m'a laissé faire, mais il y avait sans doute son regard qui me faisait dire, oh, quand même, il a toujours labouré lui, donc faut quand même, voilà, donc j'ai cru, bon après, on n'est pas seul, quoi, on est quand même entouré de copains et qui sont dans la même réflexion que nous, et donc ça a beaucoup progressé. D'accord. Donc c'est une longue démarche qui est progressive. Oui, oui. Et est-ce que la démarche est aboutie maintenant? Ton système est parfait, ça y est, ça roule? Oui, non, mais moi je suis quelqu'un qui... moi je me pose peut-être trop de trucs, mais j'essaie d'améliorer à chaque fois mon système. Donc je sais pas, peut-être un jour je serai en direct, je sais pas. Il y a encore des marges de progrès alors? Oui, mais il y a toujours. Faut toujours se remettre en question. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait. D'accord. Enfin, après-guerre, il manquait de tout. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il manque de rien, quoi, au niveau de l'alimentation. Quand on voit le gaspillage qu'il y a, si on était en pénurie, il n'y aurait pas ce gaspillage. Il faut être... Bon, voilà, donc il faut lutter contre le gaspillage, mais il faut aussi raison garder sur l'agriculture et bien voir qu'elle produit en quantité et en qualité suffisante. Aujourd'hui, on verra demain, mais enfin, on voit bien quand même qu'on exporte beaucoup moins qu'on exportait. Donc c'est quand même qu'on régresse un peu, ou alors on mange plus, mais je ne suis pas sûr. On est moins compétitif. Bien sûr, c'est qu'on est moins compétitif. Et est-ce que c'est positif d'avoir des contraintes supplémentaires pour garder et vendre chez soi, ou est-ce qu'on a l'impression de temps en temps de faire des gros efforts et puis de devoir importer des produits de l'extérieur et nous tomber dessus, quoi? Mais bien sûr, quand on voit qu'on nous interdit les OGM, mais on peut avoir tout à fait raison, on interdit les OGM, ça je ne le critique pas, mais à ce moment-là, on n'en importe pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas les OGM, mais on en mange. On ne veut pas de glyphosate, on risque de nous interdire le glyphosate, mais on va toujours importer des produits glyphosatés et en culture. Donc il y a un moment donné où,
quand on dit n'importons pas l'agriculture qu'on ne veut pas, c'est aussi simple que ça. Que si on nous met une règle, eh bien, il faut qu'on l'applique à tout, même à ce qui rentre. Et ça, il faut bien que ça, je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Que si le consommateur ne le veut pas, mais il ne le veut pas très bien, mais il faut quand même l'expliquer, hein, pourquoi il ne le veut pas. Il faut laisser passer les scientifiques, voir si vraiment il y a une réalité ou pas. Mais si vraiment il ne le faut pas, mais il ne le faut pas du tout. Voilà, y compris pour les produits qui rentrent. Seulement en vertu des accords internationaux, ça, on n'a pas demain. Voilà. Et quelles seraient les conséquences d'interdire l'importation de produits et l'importation de produits qui utilisent du glyphosate ou des OGM pour le consommateur? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de prix? Mais il ne faut pas croire, ça n'arrivera pas, ça. Parce qu'en vertu des accords internationaux, on ne pourrait pas le faire. Donc ça n'arrivera pas. Donc quand on dit, je ne pense pas que le politique soit assez courageux pour arriver jusqu'au bout des choses. Parce que les contraintes internationales nous mettraient les doigts de douane à l'export. À mon avis, ça n'arrivera pas. Mais à ce moment-là, essayons de faire évoluer la réglementation au niveau international. Ayons des règles communes. Voilà, on fait bien un G7 sur l'Amazonie, on peut faire un G7 sur l'agriculture au niveau mondial. Mais à ce moment-là, essayons. Je veux bien qu'on soit en avance, mais pas non plus trop de boulets aux pieds. On plombe l'agriculture française pour montrer qu'on est plus rapide que les autres. Oui, pour montrer qu'on est plus rapide. Après, il y a de bons côtés, il ne faut pas non plus tout dénigrer dans ça, mais il y a de bons côtés, mais il ne faut pas non plus mettre le bouchon trop loin. Il faut avancer avant les autres, ça peut se faire, mais pas... Il faut lutter avec à peu près les mêmes armes. Hein. Voilà, on va pas... Parce qu'indirectement, les coûts de production sont plus élevés dans des modes de production plus, j'allais dire peut-être plus sains, ou tout au moins qui n'utilisent pas les OGM, entre autres par exemple. Oui. Mais on a beaucoup de distorsions. Même au niveau européen, on a des distorsions sur la main-d'œuvre. L'Allemagne travaille avec des coûts de main-d'œuvre sur des grosses exploitations, avec des ouvriers payés beaucoup moins cher qu'au SMIC français. Donc, les Espagnols, ne parlons pas d'Espagnols, les cultures maraîchères, ils ne travaillaient pas avec la même main-d'œuvre, avec le même coût de main-d'œuvre. Déjà, premier point. Ensuite, ils ne travaillaient pas avec les mêmes matières actives. On importe la cerise espagnole qui est traitée au diméthoate, produit interdit. Moi, je me rappelle, mon père l'avait utilisé dans les années 80. Il a été interdit, mais c'est le seul. Je crois que c'est la mouche grise, je crois, où c'est embêté. Et le diméthoate est le seul à. Et voilà, donc on importe, même au niveau européen. Alors, au niveau international, c'est encore pire. Donc, oui, on peut pas avancer avec autant de distorsions entre les agriculteurs, quoi. Ça, c'est un gros problème. Mais bon, c'est des choses qui nous dépassent. Est-ce que, j'allais dire, quelles que soient les contraintes qu'on va nous imposer, est-ce que les agriculteurs français vont toujours arriver à répondre? Ils répondront. De toute manière, ils ont toujours respecté les règles. Donc, si la règle est comme ça, ils vont répondre. Mais je ne suis pas sûr que, au final, c'est tout le pays qui en souffre. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation, une des plus saines et une des moins chères. Il ne faut pas croire que si on se passe de notre agriculture, demain on va manger moins cher. C'est pas vrai. Parce que l'arme alimentaire, pour faire plier un pays, elle a déjà servi dans l'histoire. On sait plus ce que c'est. On a tout en abondance. Mais remonter l'agriculture, on l'a bien vu avec la PAC 45, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Il a fallu 3 ou 4 décennies pour arriver à ce qu'elle soit redressée. Il ne faut pas croire que c'est plus difficile à remonter qu'à descendre. Hein. Supprimer, c'est vite fait. Reconstruire, c'est plus long. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut bien mesurer les conséquences. C'est très important dans les débats actuels que nous avons sur l'agriculture.
le retrait du glyphosate, les 150 mètres autour des maisons d'habitation. Il faut faire très attention à manier ces choses voilà, pour de l'idéologie, mais il faut regarder aujourd'hui quel est le risque pour le consommateur, pour le voisin de l'agriculture. Je ne suis pas persuadé qu'on soit si néfaste pour nos concitoyens que ça. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Si c'est le cas et que vous voulez m'aider dans la communication, vous pouvez visionner tout simplement le reportage en streaming en entier. Pour ça, vous allez sur la boutique en allant cliquer sur le petit lien qui se trouve ici. Vous pouvez aussi aller voir les playlists qui existent des 10 reportages qui ont été créés. Et puis surtout, n'oubliez pas, pourquoi pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ça m'aidera aussi à faire diffuser les vidéos. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Et ciao!